Donc voici une vidéo qui fait suite à la précédente consacrée à l'amplificateur opérationnel en fonctionnement amplificateur non inverseur. On continue dans l'étude du projet d'une référence de tension de précision. Alors la fois précédente on avait vu en fait le montage d'un point de vue idéal en termes d'amplificateur opérationnel, mais avec des incertitudes sur la référence de tension utilisée en entrée d'une part, et sur l'utilisation de résistance de précision, mais avec une tolérance qui potentiellement peut poser problème, et donc on avait été amené à étudier l'impact de la tolérance des résistances et les valeurs de résistance standard qui sont disponibles sur le marché avec des composants bien réels. Et bien on avait vu que en choisissant judicieusement les résistances et en analysant leur tolérance, on était capable de garantir avec une quasi-certitude le bon fonctionnement du montage, chose qui est importante étant donné que les composants que l'on utilise de manière générale dans les circuits de précision coûtent cher. C'est vrai pour les composants actifs. On n'a pas vu les prix des composants utilisés, à savoir une référence de tension, un amplificateur opérationnel de précision et un potentiomètre numérique. Ce sont des composants qui ne sont pas donnés, mais dont le prix est en tout cas inférieur à celui des résistances de précision utilisées, et il est clair qu'il vaut mieux s'assurer du bon fonctionnement de manière certaine du montage avant de le réaliser, plutôt que de gaspiller de l'argent à faire des essais et des corrections sur un montage dont on s'apercevrait au niveau expérimental qu'on n'arrive pas à atteindre les performances attendues. Donc toujours est-il que dans la vidéo dans la présente vidéo, bien nous allons étudier l'impact des imperfections de l'amplificateur opérationnel sur le montage. En effet, donc il n'y a pas que les résistances qui ont des imperfections, l'amplificateur opérationnel également, et c'est loin d'être négligeable. L'idée de cette vidéo, c'est d'analyser ces défauts. Alors les premiers défauts que l'on note généralement, ce sont les courants de polarisation et la tension d'offset présente au niveau des entrées inverseuses et non inverseuses de l'amplificateur opérationnel. Donc en fait, le schéma équivalent de l'entrée d'un amplificateur opérationnel, donc ça c'est une source Wikipédia qui vous propose ce modèle, mais c'est quelque chose de très couramment admis dans la littérature et sur lequel se basent toutes les datasheets des fabricants d'amplificateurs opérationnels. On considère que l'amplificateur opérationnel réel est constitué d'un amplificateur opérationnel idéal, en tout cas dans un premier temps, avec sur ses entrées des imperfections qui sont une source de tension interne. Alors sur la borne plus ou sur la borne moins, ça revient au même de toute façon, une petite tension d'offset en entrée. Et en plus de cette tension d'offset, on a des sources de courant. Donc en fait, les entrées d'un amplificateur opérationnel, eh bien, elles absorbent un certain courant ou elles fournissent un certain courant. C'est pas forcément toujours dans le sens entrant. Donc des courants très faibles, mais qui sont quand même présents, qui ne sont pas forcément les mêmes. On a eu un courant I+, sur la borne plus, un courant I- sur la borne moins. Alors là, par convention, ils sont considérés entrants. Et là, on a fait le choix d'avoir une tension d'offset sur la borne plus. Donc dans les datasheets, on vous donne la tension d'offset, qui peut être positive ou négative, ça on ne vous précise pas, mais qui est bornée. On vous donne une valeur typique d'offset et on vous donne généralement une valeur maximale d'offset.
Donc typique, c'est ce qu'on peut s'attendre à avoir, mais on n'est pas certain que ça ne dépassera jamais cette valeur-là. Donc on vous donne généralement la valeur maximale spécifiée par le fabricant. Et c'est généralement là-dessus qu'il faut se baser plutôt pour être certain d'être toujours dans les spécifications avec un produit fini. Et donc en ce qui concerne les courants I+, et I-, en fait le fabricant ne vous donne pas I+, ou I-, ni les deux. En fait il vous donne un courant noté I-bias, un courant de polarisation, et un courant d'offset, I-off, ou I-offset. Et donc en fait ça reprend une notion qui est courante en électronique, qui est la notion de mode commun et de mode différentiel. En fait le courant I-bias c'est la moyenne de I+ et de I-. Donc I+, plus I- sur 2, tandis que I-offset c'est la différence, c'est le courant différentiel, I+, moins I-. Alors, première chose que l'on va étudier, c'est la tension d'offset. Donc on raisonne par superposition, on ne traite qu'un défaut à la fois. Donc là on considère juste la tension d'offset, et donc si on annule les sources de courant parasites, on a juste une tension d'offset sur la borne plus, et là on se retrouve dans une situation où si on applique une tension nulle en entrée, on s'attend à avoir une tension nulle en sortie, mais en fait donc on a toujours un amplificateur opérationnel en amplificateur non inverseur. Alors là on a un schéma de rétroaction simplifié qui est largement suffisant pour ce qu'on veut analyser. Il faut savoir que notre montage il va avoir un gain de 2 à peu près, un peu plus ou un peu moins, mais donc c'est à peu de choses près 2, à, on va dire 1 pour 1000 près, et on n'a pas besoin en fait de connaître la tension, le biais introduit par ce défaut avec une précision très très grande. Le pourcent est largement suffisant. Vu que c'est une incertitude, on n'a pas besoin de la connaître de manière certaine parce que le paramètre d'entrée, lui, il est incertain. On a besoin de connaître son ordre de grandeur. Donc là, en l'occurrence, on va le connaître quasiment de manière parfaite, de l'ordre du pour 1000. Donc vu qu'on a un amplificateur de gain à peu près 2, eh bien on aura 2 fois la tension d'offset en entrée. Alors pour savoir ce que ça va donner, il faut aller chercher dans la datasheet de l'amplificateur opérationnel, et donc là en l'occurrence on a choisi un amplificateur opérationnel de marque Texas Instruments. En fait c'est un amplificateur opérationnel Burr Brown. Donc Burr Brown c'est une société qui a été rachetée par Texas Instruments et qui fabriquait des composants analogiques de qualité, on va dire. Et donc là il s'agit d'un amplificateur opérationnel d'un type un peu particulier. Donc on voit CMOS, en fait l'étage d'entrée c'est un étage à transistor MOSFET, et donc la propriété des transistors MOSFET, ce sont des transistors à effet de champ, ce sont des FET. Donc il y a deux grandes familles en fait, des MOSFET et des JFET. Donc pour ceux qui font des UV d'électronique à l'UTC comme EN21 et EN14, en EN21 les amplificateurs opérationnels que vous êtes amené à utiliser, ce sont typiquement des TL081, TL082 ou TL084. Ce sont des composants de la même famille, à 1, 2 ou 4 amplificateurs opérationnels dans un boîtier, et ils sont caractérisés par une entrée de type JFET. Donc ce sont des transistors à effet de champ à jonction qui constituent l'étage d'entrée différentielle de l'amplificateur opérationnel. Donc la propriété des FET de manière générale, c'est d'avoir un courant d'entrée de grille extrêmement faible comparé aux transistors bipolaires. En effet, ce sont des composants qui se pilotent en tension et non en courant. Alors la différence entre les transistors JFET et les transistors MOSFET, c'est assez simple. Les transistors JFET, en fait, ce sont des transistors à jonction. La grille, c'est en fait la cathode d'une diode qui est polarisée en inverse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de courant, ou en tout cas un courant inverse extrêmement faible. Alors le fait est que c'est pas
totalement nul, il y a toujours un courant de fuite, et au passage, ce courant de fuite, il dépend de la température dans un JFET, dans une diode de manière générale, mais ça reste assez faible. Dans le cas d'un transistor MOSFET, c'est encore plus faible. Ce sont des transistors dont la structure est, comme le nom l'indique, de type MOS, métal oxyde semi-conducteur. La grille est en fait une grille métallique qui est isolée du semi-conducteur par une couche d'oxyde isolante. Et donc en fait, entre cette grille métallique et le semi-conducteur, on crée un champ électrique qui va induire un canal dans lequel va pouvoir circuler un courant dans le semi-conducteur. Donc je ne rentre pas dans les détails du fonctionnement du transistor MOS. C'est pas un fonctionnement très compliqué, mais toujours est-il que le courant de fuite est extrêmement faible. En fait, c'est un courant de fuite dans l'isolant qui sépare la grille du semi-conducteur. Alors, le défaut des amplificateurs opérationnels à étage d'entrée MOS, c'est que généralement ils sont caractérisés par par une tension de polarisation assez élevée. Une tension d'offset assez élevée. Or, là, parmi les features qui sont mises en avant dans ce composant-là, on voit low offset voltage. Effectivement, c'est extrêmement faible. On a 5 microvolts max. Donc ça, c'est une caractéristique tout à fait intéressante de ce composant, qui est que, en fait, on a une tension d'offset extrêmement faible, qui au passage est très peu impactée par la température. On a donc 0 drift, 0,05 microvolts par degré Celsius. Donc il faut une augmentation de 20 degrés avant d'avoir une variation de 1 microvolt de cette tension d'offset. Donc c'est extrêmement intéressant. On peut considérer que cette tension d'offset est constante dans la plage de fonctionnement où on va travailler. On n'est pas amené à avoir des variations de température extrêmement grandes. C'est un matériel de laboratoire, donc dans une salle tempérée, on va dire. Alors au passage, on peut noter que c'est pas un amplificateur opérationnel qui va s'alimenter en très basse tension, parce que généralement les ampli-up à très faible tension d'offset, les plus performants sont des composants qui s'alimentent en très basse tension. Là, en l'occurrence, on peut utiliser une plage d'alimentation assez élevée. Donc, en fait, la plage de réglage est assez large. Étant donné qu'on a à fournir 10 volts en sortie de cet amplificateur opérationnel, on sera amené à alimenter à plus de 10 volts ce composant. Typiquement 11 volts, on n'a pas besoin de monter jusqu'à la valeur max qui est de 12 volts, tout simplement parce qu'on a affaire à un amplificateur de type rail to rail. La tension de sortie peut pratiquement atteindre la valeur d'alimentation. On n'a pas les problèmes qu'on rencontre dans un TL082 par exemple, avec une tension de déchet. Donc voilà. Les caractéristiques les plus intéressantes du point de vue de la tension d'offset sur ce composant-là. Alors structurellement, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce niveau de performance dans cet amplificateur opérationnel? Bien tout simplement parce qu'il s'agit d'un composant qui se trouve dans la famille des amplificateurs opérationnels dits auto 0. En fait, à l'intérieur de l'amplificateur opérationnel, on a un amplificateur opérationnel classique dont la tension d'offset est réglable. Un TL081 par exemple, il y a certaines broches qui permettent de régler l'offset avec un potentiomètre externe, et il y a un certain nombre d'amplificateurs opérationnels qui permettent ce genre de choses. Et bien là en fait c'est totalement intégré, et intégré avec une circuiterie de contrôle. En fait, le composant teste en temps réel sa tension d'offset et la corrige avec une circuiterie intégrée. Alors, le fait est qu'intrinsèquement, l'amplificateur opérationnel ne permet pas d'avoir une tension d'offset aussi faible. Il ne fonctionne comme ça que grâce à une circuiterie interne. Ce qui fait qu'à la mise sous tension de cet amplificateur opérationnel, on peut avoir une tension d'offset beaucoup plus grande. Et donc c'est ce qui est clairement indiqué dans la datasheet de ce composant.
Là on a 5 microvolts max, mais ça n'est vrai que après une centaine de microsecondes après la mise sous tension. En fait, il faut lire dans le détail la datasheet pour s'apercevoir que le système de correction nécessite un transitoire à partir de la mise sous tension de l'ordre de 100 microsecondes pour rentrer dans les spécifications indiquées qui sont celles-ci. Alors là en l'occurrence c'est pas notre problème, on n'a pas besoin d'avoir un temps de réponse extrêmement bref, 100 microsecondes c'est très satisfaisant, ça aurait pu même être plus long, ça n'aurait pas été gênant. Alors toujours est-il que donc c'est cette valeur-là que l'on va considérer comme la valeur typique de notre application. Et donc comme on a 5 microvolts en entrée et qu'on a un gain de 2, on peut s'attendre à avoir 10 microvolts en sortie. Donc une tension d'offset de l'ordre du quantum de réglage de notre montage. On a fait un calcul la dernière fois qui a abouti à un résultat bien précis. En fait, on a 5 volts en entrée, on adapte le gain de ce montage avec un potentiomètre, on n'a pas réellement un pont diviseur figé de gain 1,5, on a un pont diviseur de gain ajustable autour de 1,5. Et donc on a pu vérifier avec une feuille Excel que avec un potentiomètre à 1024 positions placé au milieu de ce pont diviseur un petit peu sophistiqué, eh bien on arrivait à faire des sauts en sortie de l'ordre de 8 microvolts. Donc 10 microvolts, ça correspond à un peu plus d'une position du potentiomètre, ce qui est tout à fait convenable. Je vous rappelle que la plage de réglage de la tension de sortie, elle est à peu près le double de ce qui était nécessaire, tout en ayant une résolution satisfaisante. On avait une marge, un facteur 2 sur la plage de réglage. Donc autant dire que notre potentiomètre a 1024 positions de manière, donc à peu près 1000, donc de manière standard, si tout est parfait, il se positionnera à sa position médiane, c'est-à-dire 500. Et pour corriger les incertitudes sur la tension placée en entrée, qui est de 5 volts plus ou moins 0,025%, je le rappelle, eh bien on sera amené à faire varier la position entre 250 et 750 grosso modo. Et donc la tension d'offset de l'amplificateur opérationnel ne nécessitera que, dans le pire cas, à utiliser une position 751 ou 249, donc ça reste très modeste et donc ça n'impactera pas sur la capacité à corriger les défauts de notre montage. Donc là on peut considérer que la tension d'offset n'est pas un problème ici. On peut donc passer à la suite, à savoir l'impact des courants de polarisation. Alors les courants de polarisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien donc c'est la moyenne de I plus et de I moins. Donc en fait, tout se passe comme si on considérait que le courant d'offset était nul et qu'on avait annulé la tension d'offset. On traite un problème à la fois. Les entrées absorberaient le même courant, I bias. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation là? Eh bien donc le circuit d'entrée, donc on avait placé une résistance R-in qui dans le cas idéal ne sert à rien et qui ici a clairement un impact. En fait, quand on a un courant de polarisation I-bias qui va entrer par la borne plus de l'amplificateur opérationnel réel, qui est en fait une source de courant juste devant un amplificateur opérationnel idéal, et bien donc la résistance R-in va être traversée par un courant I-bias qui va de la masse vers l'amplificateur opérationnel. Autant dire que V+ sera égal à moins R-in fois I-bias. Donc voilà pour la première chose. V+ égale moins R-in fois I-bias. Au passage, je ne l'ai pas dit, mais donc on a toujours un montage linéaire, donc avec un rebouclage de la sortie sur l'entrée inverseuse, donc on a toujours V+ égale à V-, il s'agit d'un amplificateur opérationnel idéal, c'est
dans le modèle réel, on considère toujours un amplificateur opérationnel idéal, donc la règle V plus égale V moins s'applique encore, et donc on peut se poser la question de ce que vaut la tension V moins. Ici, eh bien la tension V-, c'est la superposition de la contribution de la tension de sortie et du courant de polarisation sur l'entrée moins. Donc la contribution de V-out, source de courant annulé, eh bien on a un pont diviseur de tension de gain 1,5, donc c'est toujours un schéma simplifié ici, hein. Mais donc on a V-out bias sur 2. Premier terme. Et deuxième contribution à la tension V-, la contribution de I bias lorsque la tension V-out bias est annulée. Eh bien, on se retrouve avec donc cette résistance ici reliée directement à la masse. On a donc deux résistances R en parallèle, c'est-à-dire une résistance R sur 2 équivalente, traversée par un courant I bias qui part de la masse pour aller vers l'entrée moins, et donc on a, comme pour l'entrée plus, un moins R, donc là en l'occurrence R sur 2, fois I bias. Et donc si on identifie V plus égale à V-, ça nous permet d'écrire V out bias est égal à 2 fois R sur 2 moins R in, le tout fois I bias. Donc ça veut dire que si la résistance R in est égale à R sur 2, en fait si la résistance R in est égale à la résistance présentée par le réseau de rétroaction à l'entrée moins, si ces deux résistances sont égales, la tension de sortie s'annule. Donc on arrive à compenser les effets du courant de polarisation en équilibrant les résistances présentées sur les deux entrées. C'est ça la conclusion. Alors, le problème, ce qui complique un petit peu l'étude, c'est qu'en fait, on n'a pas un réseau ça c'était un réseau simplifié, le pont diviseur avec deux résistances R. En fait, on n'a pas ça. On a deux résistances R1 avec une résistance R0 prise en sandwich. Et en parallèle de R0, on a un potentiomètre dont le curseur va être réglé grâce à un paramètre alpha entre 0 et 1. Et donc, si Rin est une résistance fixe, la résistance présentée par ce réseau de rétroaction à l'entrée moins n'est pas une résistance fixe. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne sera pas en pratique capable d'équilibrer les impédances, les résistances présentées sur les deux entrées. Donc la compensation ne sera pas parfaite et donc le courant de polarisation ne sera pas compensable. La seule solution qui permettrait d'effectivement compenser ce problème serait de placer à la place de Rin une résistance variable de la même manière. Donc il faudrait placer exactement les mêmes composants avec un potentiomètre qui ne servirait pratiquement à rien, mis à part ça. Donc ça coûterait très cher, parce que donc, je vous rappelle, on avait fait le bilan rien que des résistances R1 et R0, on était à une somme comprise entre 100 et 200 euros, donc c'était même plus de 150 euros il me semble, le budget pour ces trois résistances, constitué en fait de deux résistances R1 et de trois résistances de 50 ohms à la place de R0, trois résistances de 50 ohms en parallèle. Donc c'était très cher. Même si on arrive à trouver un distributeur qui réduit la facture, ça serait vraiment excessivement cher pour un résultat qui reste à prouver. Alors on va pousser l'étude un petit peu plus loin quand même pour voir avec une résistance Rin fixe ce que l'on est capable de faire et de voir si ça peut justifier d'avoir un réseau de rétroaction, un réseau à la place de Rin qui identifie ce qu'on a sur l'entrée inverseuse. Et en fait la conclusion ça sera que non. Donc la résistance R-, enfin que je note R- globale présentée sur la borne inverseuse, en fait, elle peut se calculer. Donc on a R1 qui vaut 20 kΩ, je le rappelle, R0 qui vaut 16,666, 3 petits points, ohms, et P qui vaut 20 kΩ, lorsque le potentiomètre est dans sa position symétrique, c'est-à-dire pour alpha égale 1,5.
le curseur placé exactement au milieu. Le potentiomètre est scindé en deux résistances P sur 2. Et donc dans ce cas-là, le calcul de la résistance est très simple. Ici on a 10 kΩ, 10 kΩ. Les résistances R1 sont identiques et valent 20 kΩ. Le potentiel sur la borne du haut de R0 est égal au potentiel sur la borne du bas. Autrement dit, il n'y a pas de courant qui circule dans R0, donc on peut la retirer, ça ne changera rien au résultat. On a donc 10 kΩ plus 20 kΩ, c'est-à-dire 30, en parallèle avec 30 kΩ également. Et donc de résistance de 30 kΩ en parallèle, ça fait 15 kΩ de résistance R-. Donc ça c'est la position médiane, et en fait on peut calculer assez facilement la résistance dans les cas extrêmes, alpha égale 0 et alpha égale 1, on s'attend à ce que ça donne la même chose, tout simplement parce que on a dans un cas un court-circuit sur la branche du haut et P en totalité sur la branche du bas, et si on prend la position inverse, c'est un court-circuit en bas et une résistance P en haut, ça donne le même résultat. Alors l'idée numéro 1, ça serait d'appliquer le théorème de Kennelly, on va le voir un peu plus loin, mais pour un cas particulier comme celui-là, c'est pas nécessaire. On va pouvoir calculer cette résistance R-. Alors comment on s'y prend? C'est très simple, hein. On applique virtuellement 1 volt sur notre circuit et on calcule les courants qui vont circuler dans les différents composants. On peut assez facilement calculer le courant qui va circuler dans R1, tout simplement parce qu'on a 1 volt aux bornes de R1, que R1 est connu, toutes les résistances du circuit sont connues. Donc ça vaut 50 microampères. Donc ce courant-là, on peut le déterminer directement. Et donc en fait, on a besoin de 3 courants. On a un problème à 3 inconnus, le courant I1A, celui qu'on peut calculer directement, le courant I0 et le courant IP. Et en fait, le courant dans cette résistance R1 ici, qui est noté I1B et qui est en orange ici, et c'est en fait I0 plus IP. Donc en fait, les seuls vrais inconnus, c'est I1A, I0 et IP. Donc on a un système de 3 équations à 3 inconnus, avec une équation totalement indépendante qui est V égale R1 I1A, tandis que les deux autres équations, eh bien, ce sont en fait un système de 2 équations à 2 inconnus, assez simple à résoudre. V est égal à PIP plus R1IB, et le R1IB on le remplace par R1 facteur de IP plus I0. En fait, c'est l'équation de la branche qui se trouve ici. On applique V à l'ensemble PR1, et donc P étant traversé par IP, on a PIP comme tension, et au niveau de R1, on a R1 fois le courant qui traverse R1, c'est-à-dire I0 plus IP. Voilà pour cette équation. Et la deuxième équation de ce système de 2 équations à 2 inconnues, en fait, c'est le courant de la branche qui va traverser R0 puis R1. Et donc là aussi, l'ensemble est alimenté sous une tension V. Et donc on a V égale R0 I0, la tension au bord de R0, plus la tension au bord de R1. Et donc on aboutit à ce système-là, hein, qui est constitué de 2 équations indépendantes que l'on peut facilement inverser. Et au bout du compte, on trouve donc I1A qui vaut 50 microampères, c'est le premier calcul qu'on peut faire immédiatement, et IP et I0 qui valent 42 nanoampères, un courant très petit, et I0 qui vaut 49,9 microampères. Et donc au bout du compte, eh bien en fait, si on se pose la question de ce que vaut R-, en fait, c'est on a V qui vaut quelque chose fois I, et le I en l'occurrence c'est I1A plus IB. Et IB c'est IP plus I0, donc en fait c'est la somme des 3 courants. Donc ce courant I vaut 99,9584 microampères. Et comme on a 1 volt, on peut en déduire que R- vaut à peu près 10 kiloohms. Alors maintenant, si on veut faire un calcul analytique, pour toutes les valeurs de alpha, ce qui peut être commode, hein, pour la suite, on est obligé de considérer que les deux branches ici, c'est alpha P et 1 moins alpha P, pas de cas particulier. Et ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas une constitution simple, série ou parallèle. La résistance R0 nous gêne ici.
et on est amené à utiliser le théorème de Kennelly. C'est un théorème qui permet de transformer une configuration en triangle en une configuration en étoile. C'est quelque chose de très utilisé en électrotechnique, mais c'est aussi utilisé en électronique pour transformer un filtre en pi en un filtre en t. On parle plus d'étoile ou triangle, on parle de pi et de t, ce qui revient au même. Et donc en fait il y a une relation de passage qui permet de transformer les éléments d'un triangle en des éléments d'une étoile. Et en l'occurrence, on a deux montages symétriques. Donc en fait, les formules de passage sont extrêmement simples. On peut écrire la résistance RA, qui est la même ici et là, dans notre triangle, dans notre étoile, pardon, comme R0, R1 sur R0 plus 2R1, R0 et R1 étant les valeurs initiales que j'ai déjà indiquées précédemment, et RB, la résistance de sortie de notre étoile ici, qui vaut R1 au carré sur R0 plus 2R1. Une fois qu'on a écrit ça, en fait, on est capable de calculer les valeurs de RA et de RB. On a choisi judicieusement en fait pour former notre triangle initial les trois résistances fixes. On aurait pu faire le passage triangle étoile sur cette partie là du montage, ça aurait marché également, sauf que là ce sont des résistances variables, donc autant faire la transformation sur des résistances fixes pour récupérer les résistances fixes, ça simplifie les calculs. Et donc on trouve un RA qui vaut un peu plus de 8 ohms et un RB qui vaut un peu moins de 10 kΩ. Et une fois qu'on a fait cette transformation là, on voit qu'en fait on a deux branches clairement identifiées en parallèle qui viennent se placer en série avec RB. Et au bout du compte, on a une expression analytique de R-2 alpha qui est paramétrée en fonction de RB, de RA et de P. Et bien sûr de alpha. Avec RA, RB qui valent ces valeurs-là, et P qui, je vous le rappelle, vaut 20 kΩ. C'est la valeur du potentiomètre, valeur totale. Et donc en fait on s'aperçoit que cette caractéristique, on avait calculé 3 points, en fait c'est une caractéristique parabolique symétrique par rapport à alpha égale 1,5, donc qui passe par un maximum à alpha égale 1,5 qui vaut 15 kΩ, et deux valeurs extrêmes, minimales, qui sont à alpha égale 0 et alpha égale 1, qui valent un peu plus de 10 kΩ. Donc on pourrait se dire, après, Rin, on va le choisir probablement entre ces deux valeurs-là, entre 10 et 15 kΩ. Le tout est de savoir où on va se placer. Alors on pourrait se dire, je vais me placer à mi-chemin entre les deux valeurs et choisir 12,5 kΩ. C'est un choix qui semble judicieux et raisonnable et qui en pratique ne posera pas de problème particulier, mais il peut être plus judicieux d'attendre d'étudier tous les phénomènes perturbateurs de notre montage. En l'occurrence, celui qu'on n'a pas encore traité, qui est le courant d'offset. Et de travailler sur une optimisation de cette résistance Rin vis-à-vis de toutes les imperfections pour avoir une optimisation globale. Donc, concernant l'impact des courants de polarisation, donc voici un bilan. Si on considère le cas naïf, donc qui consisterait à choisir une résistance fixe médiane, on va dire, de 12,5 kΩ pour la résistance Rin, qu'est-ce qui va se passer? On va induire une tension de sortie qui vaut 2 fois delta R fois IBIAS. Alors delta R, qu'est-ce que c'est? C'est la résistance R- moins Rin, avec un R- qui, je vous le rappelle, peut varier entre 10 et 15 kΩ. Donc on va avoir un delta en valeur absolue qui va pouvoir être un delta R qui va être de 2,5 kΩ, et donc on va avoir 2 fois 2,5 kΩ fois IBIAS, c'est-à-dire 5000 fois IBIAS. Et donc si on va chercher dans la datasheet le courant IBIAS de cet amplificateur opérationnel, on peut voir 100 plus ou moins 100 et plus ou moins 200. En fait, si on a le tableau complet, on s'aperçoit que la colonne
du milieu, c'est la colonne des valeurs typiques. Tandis que la valeur à droite, c'est la valeur max. Donc c'est bien évidemment cette valeur-là qu'il va falloir prendre pour être certain de majorer l'erreur qu'on va commettre. Donc on a 200 picoampères au maximum. Donc 5000 fois 200 picoampères, ça fera 1 microvolt d'erreur maximale. Donc on voit que cette tension est faible, elle est plus faible que la tension d'offset ramenée sur la sortie qu'on a vu tout à l'heure, qui était de 10 microvolts. Donc il est clair que c'est pas le courant de polarisation qui va jouer un rôle important. Et donc c'est un peu logique étant donné la technologie de l'amplificateur opérationnel. Donc je vous rappelle que c'était un amplificateur opérationnel à étage d'entrée MOSFET. C'est une des caractéristiques de ce genre d'amplificateur opérationnel. Donc c'est tout à fait satisfaisant et c'est d'autant plus compréhensible que l'impédance que l'on présente sur l'entrée, elle reste assez modérée, de l'ordre de la dizaine de kiloohms. Ça serait plus critique si on avait une source à impédance beaucoup plus élevée. Ce qui est, en règle générale, toujours un problème épineux. Alors reste l'impact du courant d'offset à traiter. Donc ici vous pouvez voir un schéma où il y a encore les sources de courant IBIAS. Donc les courants IBIAS, en fait on les annule sur les deux entrées et donc il ne reste plus que la source de courant d'offset qui est I-off sur 2 ici. Alors pourquoi I-off sur 2? Bien tout simplement parce que sur cette borne là, ce courant I-off va s'ajouter au courant IBIAS pour donner le courant globalement I+, alors qu'ici il va se retrancher. Le courant qui arrive là sera égal à IBIAS moins I-off. Et donc le delta entre I-off sur 2, pardon. Et donc le delta entre les deux, eh bien ça sera 2 fois I-off sur 2, c'est-à-dire I-off. Donc c'est bien une configuration comme ceci qui va jouer. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a toujours une rétroaction, donc on a toujours V plus égale à V moins. Le courant I-off sur 2 va circuler dans R-in en partant de la masse, donc on va retrouver un moins R-in fois le courant, I-off sur 2. Tandis que sur la borne moins, eh bien, on se retrouve toujours dans une configuration avec superposition de la contribution de la tension de sortie, Vout, cette fois Vout off, la tension de sortie qu'on a quand on traite uniquement du courant d'offset, et donc sa contribution sur l'entrée moins, bah, c'est toujours Vout off sur 2, cette fois, Vout off, plus, donc là c'est bien un plus, tout simplement parce que ce courant va partir de la borne moins pour aller dans l'ensemble des deux résistances en parallèle. Donc on a Vout off, une fois qu'on a posé V plus égale V moins, Vout off est égal à moins, entre parenthèses, 2 R-in plus R fois I-off sur 2. Donc là on voit clairement que équilibrer les deux résistances, c'est pas forcément le bon choix. Parce que de toute façon, on n'arrivera pas à compenser ce problème. On pourrait se dire même, il vaudrait mieux prendre un R-in très faible pour limiter ce courant d'offset. Pour limiter l'impact de ce courant d'offset. Donc c'est là qu'on a du mal à se dire quel est le bon choix. Alors de manière générale, de toute façon, on va prévoir des empreintes physiques sur la carte pour placer ou pas ces résistances qu'on pourra ajuster de toute façon une fois mis en place les composants et fait les premiers essais. Mais une idée, ça reste de pousser au maximum l'étude théorique pour voir ce qui se passe et essayer de faire de l'optimisation. Alors, là on avait toujours un réseau simplifié, hein, donc avec deux résistances R fixes. Donc on fait exactement la même chose que précédemment, on affine le modèle. Alors on affine le modèle cette fois en remplaçant le réseau de rétroaction par un quadripôle.
Donc l'entrée de ce quadripôle est branchée sur la sortie de l'amplificateur opérationnel et présente à cet amplificateur opérationnel une impédance d'entrée, une résistance d'entrée, donc qui est noté R-out. Alors ça peut sembler surprenant, ce R-out pour une entrée, donc c'est l'entrée de ce quadripôle et c'est la sortie du montage. Donc je l'ai noté R-out de alpha, et étant donné qu'on a un amplificateur opérationnel idéal qui donc a une sortie de type source de tension idéale, la connaissance de R-out n'est pas utile, donc autant ne pas la calculer, ça ne sert pas à grand chose. En ce qui concerne les tâches de sortie de ce quadripôle, on fait une modélisation de type Thevenin. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est utiliser une source de tension de Thevenin qu'on va considérer comme fixe. En fait, c'est Vout sur 2. Donc, je vous rappelle que le réseau de rétroaction est là pour ajuster le gain du montage, qui est globalement de 2, à plus ou moins quelques pour 1000, de l'ordre du pour 1000. Et donc le montage y arrive tout simplement parce qu'on a un pont diviseur dont le gain vaut à peu près 1,5 à quelques pour 1000 près. Donc on n'a pas besoin d'affiner plus le modèle que ça. On considère que la tension délivrée par ce quadripôle sur l'entrée moins, ça sera Vout, alors off sur 2. Et donc ce quadripôle présente à l'entrée moins une résistance R- de alpha, la même résistance R- de alpha qu'on a déjà calculée dans le cas du courant de polarisation. Et alors, le modèle, une fois qu'il est adapté, eh bien on peut toujours continuer à écrire V plus est égal à moins R in fois I off sur 2, et V moins, donc par superposition, c'est la contribution de V out off sur 2, plus R-2 alpha fois I off sur 2. Et lorsqu'on pose V plus égale à V moins, on est toujours capable d'écrire V out off égale. Et donc c'est ça que l'on cherche à analyser, en plus du V out bias. Et donc là où on s'est arrêté au courant de polarisation avec 100 et 200 picoampères, en fait c'était 200 picoampères, là on va aller pousser un peu plus loin avec 300 picoampères max pour le courant d'offset. Donc je vous rappelle, c'est le courant d'offset I off et pas I off sur 2. Donc on a plus ou moins 150 picoampères qui vont circuler là-dedans, alors que le courant bias, lui, il est bien de 200. Donc l'excursion de ce courant d'offset, il n'est pas plus grand, même si ça, on pourrait le croire en première analyse, c'est pas plus grand que le courant de polarisation. Mais ça reste une part extrêmement importante. D'où l'optimisation qui n'est pas un problème si trivial que ça. Donc l'idée, c'est de cartographier le biais introduit sur la sortie par les courants d'offset et de polarisation pour différentes valeurs de alpha, et pour un alpha donné, pour un R-in donné et pour un alpha donné, on sera capable de dire de combien on va biaiser la tension de sortie pour toute la plage possible de variation du I-offset entre moins 300 picoampères et plus 300 picoampères, et pour le I-bias entre moins 200 picoampères et plus 200 picoampères. Donc c'est un calcul qui peut s'avérer assez lourd et sur lequel on a intérêt à utiliser des outils numériques du type logiciel de calcul comme MATLAB ou Scilab, comme on va le voir tout de suite. Et tout ça dans le but d'analyser pour différentes valeurs de R-in le biais introduit et de choisir le R-in le plus judicieux pour avoir le biais maximum dans tout cet espace de fonctionnement qui soit le plus petit possible. Voici un script réalisé sous Scilab qui permet d'évaluer les performances de notre amplificateur non inverseur en prenant en compte les imperfections de type courant d'offset et courant de polarisation de l'amplificateur opérationnel utilisé ici, à savoir un OPA 735. Et donc l'idée de ce script, c'est d'analyser
l'impact de ces courants sur la tension de sortie, donc les biais qui vont être introduits sur la tension de sortie du montage, pour un réseau de rétroaction qui est imposé, donc qui est celui qu'on a retenu dès le départ, à savoir des résistances R1 qui valent 20 kΩ, une résistance R0 qui vaut 50 ohms divisé par 3, et un potentiomètre de 20 kΩ placé en parallèle avec la résistance R0. Et donc ce montage, on a prévu une résistance Rin, donc qui est notée dans le script R+, donc qui est connectée à l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel et dont la fonction est classiquement de compenser précisément les courants de polarisation, l'effet des courants de polarisation. Car il est connu que si on a deux résistances présentées sur les deux entrées qui sont identiques, eh bien l'effet du courant de polarisation est totalement annulé. Alors malheureusement, on a vu que le courant d'offset de cet amplificateur opérationnel est non négligeable et a un impact significatif, donc il n'est pas certain que l'équilibrage des résistances présentées sur les entrées inverseuses et non inverseuses soit une bonne solution. Donc pour tester différents cas de figure, on se propose de simuler sous Scilab le fonctionnement de notre système. Donc on se donne comme point de départ un balayage des différentes positions du potentiomètre, parce que donc la position du potentiomètre sera essentiellement fixée par les incertitudes concernant la référence de tension de 5 volts présentée en entrée du montage. Et donc on se propose de balayer les valeurs de 0 à 1 par un pas assez fin, pas très fin, mais assez fin, de 0,02. En ce qui concerne les courants d'offset et courants de polarisation de l'amplificateur opérationnel, on a retenu les valeurs extrêmes et on balaye toutes les valeurs comprises entre ces valeurs extrêmes. Donc par exemple, I-offset peut au maximum valoir 300 picoampères et donc on balaye de moins 300 à plus de 300 picoampères par pas de 1 picoampère. Pour le courant de polarisation, là ça va de moins 200 à plus 200 picoampères, toujours par pas de 1 picoampère. Alors dans le réseau de rétroaction, on a vu qu'on avait transformé l'ensemble R1, R0, R1, qui était une configuration de type triangle, en une configuration étoile avec une résistance RB qui valait un petit peu moins de 10 kΩ et une résistance RA d'un peu plus de 8 ohms. Donc ces valeurs sont renseignées ici. Et donc on a le potentiomètre P de valeur 20 kΩ. Donc la résistance R- de alpha donc, peut prendre autant de valeurs que les valeurs prises par alpha. Donc on se base sur le vecteur en question pour dimensionner le vecteur des valeurs de R-. Une fois qu'on a créé ce vecteur, rempli de 0 dans un premier temps, on calcule les valeurs de R- en fonction de alpha, avec cette formule-là, qui est RB plus RA plus alpha RP fois RA plus 1 moins alpha RP, divisé par 2RA plus RP. Ce qui est en fait RB en série avec les deux branches en parallèle, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Une fois que cette résistance R- est calculée, on se donne une résistance R+. Et en fait, là l'idée c'est de tester différentes valeurs de R+. Donc plutôt que d'aller de 0 à 15 kΩ, là on va un peu plus loin, on va de 0 à 16 kΩ par pas de 2 kΩ. Donc c'est une résolution assez grossière, qu'on pourra éventuellement affiner par la suite, mais donc dans un premier temps, vu que la simulation est relativement longue, on préfère utiliser un pas grossier. Et donc, on va essayer d'évaluer pour chacune de ces résistances l'erreur maximale possible sur tout l'espace de fonctionnement du montage, à savoir pour les différentes valeurs de courant de polarisation et d'offset possibles, et pour toutes les positions du curseur possibles.
Et donc on va stocker ces résultats dans un vecteur error max 1 une résistance. Donc error max 1 res. Et donc après, on va créer un certain nombre de variables intermédiaires. Donc pour schématiser, en fait, on a une quadruple boucle for, on fait un test d'optimisation en force brute, on teste tous les cas, et donc pour toutes les valeurs de résistance possibles, on va balayer d'abord toutes les valeurs de alpha possibles, donc toutes les positions de curseur possibles, et pour chaque position de curseur, on évalue les erreurs induites pour toutes les valeurs de courant d'offset et de courant de polarisation possibles. On stocke dans une position donnée de curseur l'erreur maximale, et donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a balayé toutes les valeurs possibles de position, on sait quelle est la position qui va être la plus critique, mais on n'a pas besoin de le savoir, on a juste besoin de stocker l'erreur maximale qui existe dans une position particulière pour une résistance donnée. Alors comme ce calcul est assez long, là on a une commande tick toc qui permet de calculer le temps de balayage d'une boucle, d'un passage dans la boucle des résistances, et on affiche le temps de calcul pour une résistance. Donc en pratique ça dure un peu moins de 2 minutes, et par valeur de résistance, et donc là vu qu'on en a 9, bon, ça reste une durée de calcul assez correcte, et une fois que l'on a fait ça, donc on a un vecteur d'erreur maximale commise pour les différentes valeurs de résistance, et l'idée c'est de déterminer quelle est la résistance optimale, donc savoir pour quelle résistance on a ce résultat là, donc c'est avec l'index de la résistance qui minimise l'erreur que l'on retrouvera la valeur de résistance requise, et on saura quelle est l'erreur minimale dans ce cas-là. Donc c'est l'erreur maximale minimale en fait, qui correspond à une optimisation de la résistance. Voici le résultat de la simulation effectuée sous Scilab. Donc on peut voir ici l'exécution du script que je vous ai présenté avec le balayage des différentes valeurs de résistance possibles. Donc 0 ohm, 2 kΩ, 4 kΩ, 6 kΩ, 8, jusqu'à 16. Donc là on peut voir qu'en fait que les temps de simulation, mis à part au début et à la fin de la simulation, durent à peu près 2 minutes par évaluation d'une résistance. Alors tout simplement, pourquoi il y a eu des variations? Tout simplement parce que j'ai utilisé d'autres logiciels pendant la simulation et que ça a diminué les ressources disponibles pour le programme pendant les calculs. Alors en ce qui concerne les résultats, alors je déplace l'écran pour visualiser. Donc on peut voir que l'erreur minimale, elle est de 9,1 microvolts. Et donc je vais effacer l'écran pour avoir une vue complète. Voilà. Donc 9,1 microvolts et l'index, alors plus précisément la résistance permettant d'avoir cette erreur minimale, eh bien c'est 14 kΩ. Alors l'intuition n'avait pas complètement raison, hein. Donc on a un effet non seulement de la polarisation mais aussi de l'offset. Alors l'offset a beau être important, l'équilibrage semble souhaitable. Alors comme
balayage des valeurs de résistance est assez grossier, ce que l'on va faire, c'est effectuer une simulation plus fine autour de 14 kΩ. Donc on en arrive au bilan des imperfections continues, donc c'est-à-dire en régime d'essai continu de l'amplificateur opérationnel. Donc suite à l'optimisation de la résistance Rin vis-à-vis des courants d'offset et de polarisation, on a pu déterminer que le Rin le plus judicieux était de l'ordre de 14,37 kΩ. Alors au niveau global, on a été amené à déterminer la tension d'offset introduite par l'amplificateur opérationnel avec un gain de 2, donc qui était au niveau de la sortie de 10 microvolts. Et on a vu, suite à l'optimisation de Rin, que le biais introduit par les courants d'entrée, courant d'offset et courant de polarisation compris, ça donnait un biais de 10 microvolts environ également. Donc si les deux s'ajoutent, dans le pire cas, on peut s'attendre à un biais de 20 microvolts environ. Alors pour rappel, le saut élémentaire de réglage du potentiomètre c'était de 8 microvolts environ, donc on a un saut d'un peu plus de 2 positions du potentiomètre. Donc pour corriger le biais de 20 microvolts, on va être amené à déplacer la position du potentiomètre de 2 positions environ, une ou deux en tout cas, pour corriger ces défauts. Donc ça reste tout à fait modeste par rapport à la plage de réglage disponible. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une plage de réglage entre 0 et 1000 grosso modo, et que la position médiane est de 500 si tout se passe bien, et qu'on est amené à cause de l'imperfection de la référence de tension initiale de 5 volts à régler ce potentiomètre entre 250 et 750 grosso modo, et donc avec les erreurs cumulées jusqu'à maintenant, on devra monter éventuellement à 752 ou à descendre à 248. Donc tout à fait gérable et pas du tout critique. Donc voilà pour cette étude des défauts d'entrée de l'amplificateur opérationnel, tension d'offset et courant d'offset et de polarisation sur les entrées inverseuses et non inverseuses. Alors, on pourrait se dire, c'est très bien, on a étudié tous les défauts de l'amplificateur opérationnel et il semblerait qu'il n'y ait pas de problème. Alors il reste le bruit, mais ça on le traitera dans une vidéo à part, au même titre que les problèmes d'origine thermique, même si on en a déjà parlé précédemment. Mais est-ce que l'amplificateur opérationnel peut être considéré comme complètement traité, l'amplificateur opérationnel réel peut être complètement traité avec les modèles qu'on a vus jusqu'à maintenant? Eh bien la réponse est non. Parce qu'en fait, l'amplificateur opérationnel réel, il n'a pas un gain infini. Dans le modèle qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a intégré des défauts en amont d'un amplificateur opérationnel supposé idéal, c'est-à-dire avec des courants d'entrée nuls, une tension d'offset nulle, mais ça c'est logique vu qu'on a placé en amont ces défauts, mais le gain réel de l'amplificateur opérationnel est fini. Dans le cas de l'OPA 735, le gain minimal spécifié par le constructeur est de l'ordre de 115 décibels. Alors c'est un gain très grand, certes, mais il n'est pas infini. Et on peut s'apercevoir assez facilement que ce gain non infini induit une erreur assez significative. Alors pas énorme, qui sera parfaitement gérable, mais qui convient de prendre en compte. Alors pour y arriver, il suffit de déterminer le gain en boucle ouverte en échelle linéaire, de transformer les dB en gain linéaire. Donc le 115 décibels, eh bien ça correspond à un gain de 10 à la puissance 115 sur 20, c'est-à-dire 562 341 à peu près. C'est très très précis, mais bon, l'idée c'est à peu près 560 000. Par conséquent, si
on a un gain fini, ça veut donc dire qu'on n'aura jamais V plus égale à V-. Et donc en fait, pour une tension de sortie donnée, on peut calculer V plus moins V-, vu que la tension de sortie, c'est tout simplement le gain en boucle ouverte fois V plus moins V-. Donc si on considère qu'on a atteint l'objectif, c'est-à-dire Vout égale à 10 volts, eh bien on aura en entrée V plus moins V- qui vaut 10 volts divisé par le gain en boucle ouverte. Et l'application numérique nous donne une différence de tension de 17,8 microvolts. Alors c'est tout petit, mais c'est loin d'être négligeable. Je vous rappelle le quantum de réglage du potentiomètre qui correspond à 8 microvolts en sortie. Or là, c'est une différence de potentiel en entrée du montage. Donc en fait, pour analyser ce qui se passe, on peut considérer qu'il y a un biais entre l'entrée de l'amplificateur opérationnel, entre ce qui est appliqué sur l'entrée plus et ce que l'on pense présent sur l'entrée moins, si on avait V plus égale à V-. Et donc cette différence est de 17,8 microvolts. Or, cette différence de potentiel, elle est induite par une différence de potentiel 2 fois plus grande au niveau de la sortie, vu qu'on a un pont diviseur de gain 1,5, à peu près. Mais le à peu près est largement suffisant une fois encore. On a un niveau de précision tout à fait convenable. Donc on va avoir 2 fois plus, c'est-à-dire 35,6 microvolts d'erreur au niveau de la sortie de l'amplificateur opérationnel. Donc voici un bilan complet. Donc on avait vu la tension d'offset induisant 10 microvolts de biais, les courants de polarisation d'offset qui eux aussi introduisaient 10 microvolts de biais, environ, j'ai retiré le environ, soit un total de 20 microvolts. Mais donc il faut rajouter à ça une erreur induite par le gain fini de l'amplificateur opérationnel de 36 microvolts environ. Soit un total de 56 microvolts. Et donc, avec un pas de réglage de 8 microvolts, on a à peu près cette position nécessaire pour l'ajustement de la tension avec le potentiomètre. Donc c'est un peu plus significatif, mais ça reste limité, donc gérable. Mais donc, sans avoir d'habitude sur les calculs d'imperfection d'un montage à amplificateur opérationnel, on a du mal à savoir ce qui va avoir un effet prépondérant dans les résultats. Est-ce que ça sera la tension d'offset? Est-ce que ce sera les courants d'entrée de l'amplificateur opérationnel? Est-ce que ce sera le gain fini de l'amplificateur opérationnel? Tout ça, ça a un impact, mais pour savoir quel est le point le plus critique, eh bien, il faut de l'habitude, et sinon il faut faire des raisonnements de manière assez systématique et faire une étude exhaustive des défauts qui peuvent impacter sur la précision d'un montage. Alors toujours est-il que dans le contexte qui nous occupe, on n'est pas amené à se poser des questions sur le temps de réponse de l'amplificateur opérationnel, sur le comportement en haute fréquence, sur le slew rate, sur toutes sortes de défauts qui n'ont aucun impact sur la composante DC, parce que donc là en l'occurrence on a un régime de fonctionnement parfaitement continu de notre montage. Donc les défauts à traiter, ce sont uniquement les défauts qui portent sur le continu. Alors, à modérer toutefois, on a quand même un problème vis-à-vis du bruit. Donc il sera nécessaire d'analyser l'impact du bruit, même si on peut se douter qu'en ayant choisi judicieusement les composants pour des applications ciblées, si on a choisi des composants adaptés à ces applications, on peut se douter que le niveau de précision obtenu est compatible avec le niveau de bruit. Mais il convient néanmoins de s'interroger sur ce point et de faire quelques petits calculs pour évaluer le niveau de bruit sur le signal en sortie de montage. Donc c'est ce que l'on fera dans une prochaine vidéo, au même titre que les effets de la température. En effet, le bruit
au moins en partie, est impacté par la température. On parlera du bruit thermique dans les résistances. Et donc, on s'intéressera non seulement au bruit, mais aussi aux effets thermiques sur les interconnexions entre composants, et notamment à l'effet Seebeck qui apparaît dans les thermocouples, quand on fait de la mesure de température avec des thermocouples, mais qui apparaît aussi au niveau des points de jonction, au niveau des broches, entre un circuit imprimé et la broche d'un composant au niveau du point de soudure. Et donc ce sont des effets qui peuvent avoir des impacts significatifs sur des signaux de faible amplitude. Et donc on se posera quelques questions à ce sujet sur les bonnes pratiques à adopter pour essayer de limiter autant que possible l'impact de ces phénomènes qui sont de toute façon présents, il faut faire avec, mais donc il y a des moyens de limiter leurs effets.